Bonjour mes chers lecteurs, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la mélancolie que l'on retrouve dans les paysages anglais. J'ai beaucoup voyagé avec ma famille, avec ma maman, et lors de mes voyages je prends des notes, j'essaye d'immortaliser les décors que je vois. Donc j'ai écrit un petit livre que je suis en train de retravailler un peu, qui s'appelle Tristesse anglaise. Comme vous le savez, je suis très intéressée par le thème de la mélancolie. Je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai cherché des livres anglais qui parlaient de la mélancolie. Et on m'a renvoyé à une autrice qui s'appelle Virginia Woolf, qui était atteinte de bipolarité et qui était touchée par les thèmes notamment de la mélancolie. Alors je vais lire ces livres attentivement et essayer de voir un peu qu'est-ce qu'elle dit sur la mélancolie. Donc le sommaire de mon livre, eh bien, je vais vous lire les titres. Le voyage dans le train, l'avion d'école, l'aéroport de Heathrow, les chevaux sauvages, le mariage de Leamington, la mer frileuse, le cottage anglais. Donc ce sont de courts textes qui sont aussi de nature mélancolique, qui s'intéressent à décrire une mélancolie qui touche l'autrice. Donc je vais vous lire par exemple le premier texte et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le voyage dans le train. Dans le train en direction de Genève, j'essayais de garder une certaine élégance. Je regardais par la fenêtre le décor déambuler, s'évader, partir à tout jamais. On ne savait jamais vraiment où ni pourquoi. Dans ce train, je retrouvais ma camarade de pèlerinage. Secrète, discrète, elle était en train de prier en silence, sans que personne ne le devine. Je trouvais ce geste touchant, n'imaginant pas que des gens puissent prier dans des lieux publics incognito. Alors je priais à mon tour, avec mon application Rosario. Chaque jour depuis des semaines, des mois, voire des années, je priais pour ma famille, pour les laissés pour compte, pour les inconnus même. Cela me soulageait. Même si mes prières semblaient rarement avoir des réponses, sinon une forme de silence noble et courageux. Munie de mon sac rose, je me faisais belle, là, dans le train, et me mis du rouge à lèvres bienvoyant. J'essayais de garder un rapport sensuel et élégant au monde, même dans les lieux les plus ordinaires. Nous arrivions en gare de Genève, j'étais vêtue d'un anorak blanc carnaby. Coquette mais sobre, discrète, j'étais une drôle de femme. Une sorte d'extraterrestre dans un monde moderne qui avait toujours une grande timidité en elle. Une femme qui s'était probablement trompée de siècle. Sur le quai, je croquais quelques biscuits en pensant à la misère du monde. J'avais l'âme triste et renfrognée. Je rêvais de voyage, mais l'unique voyage que je faisais était la navigation entre la maison de ma mère et ma propre maison. Y aurait-il un ailleurs quelque part, qui soit autre que chambre de maman, une sorte de terre d'accueil? J'avais l'obsession de la terre natale, du foyer, de l'ailleurs. Alors je n'étais pas en manque d'imagination. Je cherchais cet ailleurs dans mes récits, dans mes périples, dans mes rêves et cauchemars aussi. Je ne désespérais pas de trouver cette fameuse terre natale, chaude et presque braise, qui m'aurait accueillie dans ses bras, qui m'aurait dit « Nous sommes là pour toi, Anna ». Donc voilà, donc là on voit en fait une femme qui prend le train, puis dans le décor qu'elle voit, c'est-à-dire la rame de train, bah, elle déverse sa mélancolie. Donc là, pareil, c'est toujours le même processus de l'analogie. Il faut savoir que les voyages ont inspiré beaucoup les auteurs mélancoliques. Je vais vous lire un autre passage. L'avion d'école. C'était fait, nous avions passé la douane et la sécurité. Puis nous étions allés au duty-free regarder les produits comme si l'on était face à une caverne d'Ali Baba. Ma mère acheta du maquillage, un rouge à lèvres élégant. Moi, j'achetais des cigarettes américaines Winston. Je voulais acheter le magasin entier, mais malheureusement, ma carte de crédit était limitée. Nous avancions vers la porte de l'embarquement. Les aéroports étaient un lieu que j'admirais en secret. Ils étaient par excellence une sorte de lieu liminal, où tous les possibles semblaient se réaliser, où toutes les imaginations semblaient s'exprimer. On imaginait toutes sortes de gens qui venaient et partaient. Mais où allaient-ils? Parmi tous ces passants que je côtoyais, où allaient ces personnes? Vers quel rêve? Vers quelle terre? Vers quel voyage? Qui étaient-ils? Étaient-ils des hommes en cavale?
des princesses allant rejoindre leurs amants, des femmes éplorées, des déesses secrètes. Le mystère restait entier. Certaines personnes ne semblaient voyager qu'en elles-mêmes, dans une démarche totalement autistique. Arrivé dans l'avion, je retombais un peu en enfance. Je me souvenais les innombrables fois où j'avais pris l'avion pour rendre visite à mes grands-parents dans l'ouest de la France. Sur les cartes EasyJet, tout était désormais payant. Les jolies hôtesses de l'air nous servaient plus à manger, pas même un verre d'eau qui était devenu payant. Gourmande, je rêvais de commander quelque chose, mais je me retenais, le portefeuille vide. Je regardais par le hublot le paysage triste des montagnes des Alpes. Cette région semblait envahie de nuages, tristes et un peu mélancoliques. Je m'endormais durant le voyage. Finalement, voyager, n'était-ce pas une affaire de destination? Les voyages que nous faisions, était-ce le chemin qui comptait ou le lieu où nous arrivions? Donc c'est toujours les mêmes procédés que j'utilise, hein. Je suis assez répétitive dans mon style. C'est-à-dire que j'utilise toujours la description. Donc là, c'est l'avion, c'est le décor de l'aéroport. Et à partir du moment où on fait la métaphore, ensuite, on arrive à des conclusions. On arrive à des réflexions sur le sens de, notamment la direction dans le chemin que nous parcourons, des choses comme ça. Un autre texte, l'aéroport de Rifouet. L'aéroport de Rifouet regorgeait de magasins modernes. Une profusion de vêtements, de parfums, de marques s'exprimait de toutes parts. Avec ma maman, je me demandais dans quel genre de compagnie pétrolière il fallait travailler pour pouvoir s'acheter tous ces biens. Nous avancions vers le Market Food et achetions finalement une salade et un coca pour nous restaurer. Je vivais une sorte de paradoxe dans ma poitrine. Chaque centime, je l'avais toujours gagné à la sueur du front. Les gens me croyaient riche car je ne travaillais pas pour cause de maladies professionnelles. Mais il n'en était rien. J'avais grandi dans un certain prolétariat maternel. J'avais fait des heures de babysitting dès le plus jeune âge et vendu mes poèmes d'adolescente au porte-à-porte. J'avais travaillé toute la durée de mes études supérieures dans des restaurants divers. Je ne comprenais plus vraiment comment on pouvait réaliser ses rêves quand le monétaire nous était systématiquement refusé dans les prestations artistiques. J'enviais un peu les femmes libres financièrement. Certes, je vendais quelques livres, mais gagnais peu. Oui, c'est cette misère qui m'agaçait. La misère de l'artiste pauvre, la créativité maladive qui n'a aucune valeur sinon le seul acte de créer. Je rêvais de parfums élégants et rares, de robes aguicheuses et gourmandes, d'un prince qui m'aime tellement qu'il se montre généreux avec sa dulcinée. Mais la réalité, c'est que je n'appartenais ni aux riches ni aux pauvres. Alors j'étais presque maudite. J'avalais ma salade et par ailleurs 2 tasses de café. Boire le café puis m'en aller et fumer une énième cigarette. Voilà le remède que j'avais trouvé pour ne plus réfléchir aux problèmes de l'argent et des classes sociales. M'évader, m'enfuir en moi-même, devenir une sorte de boule recroquevillée sur elle-même. Oui, quelque part, je fuyais le monde. Je m'échappais de lui, pour ne plus avoir à souffrir et penser de n'être aimée de personne. Donc là, on voit la souffrance de la femme qui, en fait, se rend compte qu'elle n'est pas, elle est pas Crésus, elle est modeste, elle est à l'aide sociale, elle a une vie assez mélancolique, et puis elle aimerait, euh, elle aimerait être aimée, elle aimerait recevoir de l'amour, recevoir des cadeaux, et donc elle, elle voit ce décor à l'aéroport, les magasins, les parfums, les beaux vêtements. Puis elle se dit, mais faut travailler dans une compagnie pétrolière pour s'offrir tout ça. Et puis elle se pose des questions sur sa classe sociale, sur pourquoi finalement elle n'arrive pas à vivre dans l'abondance en fait. Elle est très, très scolaire par rapport à cela. Donc on voit ces interrogations qui sont de la mélancolie, un peu de la sociologie aussi. Maintenant, je vais vous parler des chevaux sauvages, donc ce qu'elle va voir quand elle arrive en Angleterre. Ayant atterri en Angleterre, nous prîmes un taxi puis un bus. Arrivés dans une région naturelle d'Angleterre, les chevaux étaient lâchés en liberté. Partout çà et là, ils se promenaient, arrêtant même parfois la trajectoire des voitures qui les croisaient sur la route. Il y avait aussi des vaches, des veaux de toutes parts. Ce côté naturel était charmant et séduisant. La nature qui reprenait son droit quelque part, c'était salutaire. Arrivés au cottage où nous allions passer la nuit, ma maman et moi,
Je les caressais et me connectais à la nature simple et douce. Les passants semblaient sortir d'une sorte de roman naturaliste, paysans, ouvriers. On ne savait pas bien ce qu'ils faisaient dans la vie, mais ils semblaient faire partie des murs, se fondre dans le décor pittoresque des fleurs des cottages anglais, des géométries traditionnelles et paysannes. Le soir, nous mangeons un bon repas. Le cottage était chaleureux et humain. Loin de la civilisation, je discutais avec les hôtes des lieux. Je vous offre un café, madame. Oui, bien volontiers, exprimai-je dans un anglais correct et timide. L'Angleterre pourrait vous offrir beaucoup. Songez à venir, vous ne serez pas déçus. Oui, je vais y songer. Merci, à bientôt. Durant la nuit, j'imaginais ma vie en Angleterre. Y aurais-je été heureuse? Peut-être. God save the Queen. Alors là, pareil, une chute à la fin. Une trame assez classique. Puis après, on a la phrase God save the Queen qui donne un peu de piment à l'intrigue. Le mariage de Leamington. Alors là, on arrive au mariage. Nous avions voyagé, ma mère et moi, car nous avions été invités à un mariage, celui de ma cousine Sophia. Le mariage avait eu lieu dans un grand château élégant de style old money, où toute la noblesse familiale était réunie. Les oncles, les tantes, les managers, les cousins avocats. J'arrivais au château, moi la petite française, à l'accent très fort et à la morphologie ronde et pulpeuse. Il était rare que j'attire les garçons, car ma gentillesse était un rebutoir un peu pour les gens. Une gentillesse niaise, une gentillesse stupide. J'avais pris l'habitude de raser les murs et me faire aussi discrète qu'une éponge. Je fumais comme un pompier et m'habillais toujours de manière correcte, mais très simple. Comme une héroïne de Zola un peu, une femme qui finit par ressembler aux arbres qu'elle décrit, dans un naturalisme un peu triste, triomphante et déterministe. L'heure du bal était arrivée, aucun garçon n'avait daigné m'inviter à danser. Sinon un garçon fort laid, soit dit en passant. Oui, telle était ma condition d'attirer les hommes crapauds. Les hommes si laids qu'il valait mieux, comme le disait l'adage, rester seul que mal accompagné. Triste sort, je rentrais au cottage le cœur triste de n'avoir séduit aucun beau garçon, de rester la grosse française à l'accent français aussi fort qu'un calva l'hiver dans une brasserie ténébreuse. Oui, j'étais bonne pour le célibat éternel. Courage, Anna, peut-être y avait-il des hommes qui aimaient les femmes gentilles. L'espoir n'était pas une émotion qui manquait en mon cœur. Je m'endormais dans le cottage, dans la jolie chambre, tout de style anglais porcelaine aux côtés de ma mère. Je regardais la pluie par la fenêtre. Ton heure viendra. Un jour, toi aussi, tu te marieras à un homme valeureux et courageux. Ne perds pas espoir. Et les fées du sommeil sonnèrent sur mon épaule. Il était l'heure de rejoindre Morphée à la bonne heure. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant dans, dans ces évocations. Donc on a eu le train, on a eu l'avion, là on a la chambre d'hôtel, on a le château. Il y a la notion d'intérieur. Et en fait, il faut savoir qu'en littérature, la notion d'intérieur, de chambre à soi, justement, a été initiée par Virginia Woolf. La chambre à soi, c'est l'espace où la femme va écrire. Elle va, exprimer donc sa poésie. Et cet espace de chambre à soi, pendant des années, n'existait pas parce que les femmes étaient cantonnées au rôle de mère. Et c'est à peu près à la fin du XXe siècle qu'a émergé la notion de chambre à soi, dont parle Virginia Woolf, et que va, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'intériorité féminine. Donc toute la dimension d'intériorité, de spiritualité, de douceur, de rapport à la femme, mais qui soit un rapport à l'écriture et non plus à la maternité. On pense à des écrivaines comme Colette, Simone Veil aussi, bien sûr. Et ça va venir ensuite à la fin du XXe siècle. Mais ça va être initié par Virginia Woolf. Donc là, par exemple, elle dit, elle regarde par la fenêtre quand elle est dans sa chambre d'hôtel. Ça, c'est typiquement un procédé woolfien. Voilà. Alors là, on va parler de la mère. La mère frileuse. Réveillés tôt le dimanche matin, nous avions comme projet d'aller voir la mer et peut-être même de nous y baigner. Après les beuveries du soir au mariage, accompagnée de ma mère face à la mer, je ressentis la joie de tremper mes pieds dans le beau sable presque gelé, dans les nuits venant d'hiver. Je quittais définitivement mes chaussures et osais tremper mes petits pieds dans l'eau agréable du mois de septembre. L'eau était délicieuse, je retrouvais une certaine joie d'être en contact avec la nature. La mer semblait songeuse et nostalgique, tout comme moi.
Dans cette fusion avec les éléments, je retrouvais une certaine douceur. Les paysages inspiraient la paix et l'harmonie. Rafraîchi, je partis ensuite en direction du cottage. L'heure était venue de plier bagages de nouveau. Au revoir, chère mère. Au revoir, chère Angleterre. N'oublie pas de me ramener un prince une fois. Je commence à me lasser des crapauds. Donc là, l'autrice, elle est face à la mer, elle plonge ses pieds dans le sable, elle est en connexion avec la nature. Et à la fin, elle parle un peu de son rapport à l'Angleterre, de ce qu'elle a vécu. Elle dit, je commence à me lasser des crapauds. Donc là, il y a une chute où elle fait de l'humour. Là, la chute, c'est l'utilisation de l'humour. Parce que les crapauds, dans les contes populaires, c'est vraiment l'homme monstrueux, en fait. Alors, je continue, le cottage anglais. Le cottage anglais était mignon et accueillant. Il disait avoir une étoile Michelin, dont je ne doutais un peu, vu le côté vétuste du lieu. Mais la nourriture était bonne et correcte, néanmoins, le café agréable. Je crois, de toutes les choses sur terre, on pouvait dire aisément que le café facilitait la vie. Il la rendait moins longue et moins ennuyeuse. Le côté amer de la boisson donnait sens à l'amertume de la vie, que je ressentais de toutes parts. Ma littérature n'était guère joyeuse, et de surcroît elle se vendait peu. Néanmoins, j'avais tout de même gardé l'espoir d'émouvoir les gens avec mes phrases et mes dictons pompeux que je récitais, en bonne fille scolaire et réservée. Habituée à la solitude ontologique, presque cartésienne, je repartais dans le taxi Uber anglais, direction l'aéroport. Le voyage avait vu sa fin arriver. Dans mon cœur, je repensais à la beauté du château où avait eu lieu le mariage de ma cousine Sophia. Les décors haletants et somptueux de cette forteresse semblant tout droit sortis d'un roman de fantaisie façon Harry Potter, où j'avais même aperçu un tableau de maître représentant un lapin. J'avais une envie de m'endormir à tout jamais, telle une princesse au bois dormant face à la désolation du monde, la solitude des reines, la tristesse des femmes sans mari, que personne ne veut épouser car elles ne sont pas jolies, elles ne font pas assez bien l'amour. Ma tristesse n'avait plus de limite, elle était devenue mon passeport. À l'aéroport, toujours les mêmes magasins, les mêmes gens partout qui semblaient grouiller et allaient nulle part. Ma solitude était terrible, mais j'avais foi que l'art pourrait sauver cette terrible nostalgie à être porteuse de sens. Telle était ma mission, donner sens à la mélancolie par l'acte d'écriture. Oui, la mélancolie qui me traverse n'est pas rattachée au Portugal, encore moins à l'Angleterre. Elle est inhérente à mon corps. Elle fait partie de moi comme un passeport que l'on brandirait pour dire au monde « Voici mon seul rapport au monde. Souffrir. Nous n'avons pas résolu le problème ontologique de Madame A. » Voilà. Donc là, on arrive à la conclusion de l'auteur, dans les petites nouvelles. En fait, son rapport au monde est un rapport mélancolique. En fait, elle n'a pas dépassé la mélancolie, en fait. Bon, on a parlé d'impressionnisme, on a parlé je sais pas moi, de chambre à soi, on a parlé de dépasser la décadence de l'art, on a parlé de beaucoup de choses. Mais finalement, l'autrice, elle est toujours bloquée dans la mélancolie. La mélancolie de l'artiste qui vit dans l'humilité. Et en fait, son parti pris, c'est de donner sens. En fait, l'acte d'écriture, l'acte de créativité, en fait, donne sens à cette mélancolie, à cette souffrance. Et il y a la volonté de connaître la terre natale, la terre d'accueil, dont parle Yves Bonnefoy aussi. Et en fait, on cherche toujours à dépasser ce stade. Mais c'est difficile, c'est douloureux, ça demande des efforts. Et l'acte d'écriture prend son sens pour l'héroïne parce que, en fait, il transcende. Il y a une sorte de transmutation de la douleur. Voilà, donc c'est en ça que cette mélancolie est intéressante. Mais c'est vrai que c'est des dilemmes que j'ai pas encore résolus. Les dilemmes de Francis Bacon, là, la souffrance de l'artiste, c'est des choses qui sont encore à travailler. Voilà. Donc là, je vous ai lu mes textes. Il y en a qu'il faut que je retravaille, bien évidemment. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Le thème, chambre à soi, mélancolie, dépasser la douleur, retrouver une intériorité féminine, métaphore, analogie. Voilà, dites-moi si ça vous parle. À bientôt!